maintenant quelques temps que j'ai enregistré la série de vidéos sur le vaccin. Et comme je vous l'avais dit, j'avais envie de faire... Attendez, comme ça, j'avais envie de faire un petit extra, un petit bonus. Donc j'ai attendu que Alex soit dans le coin. Il arrive. Alors c'est tout à fait naturel. C'est pas prémédité du tout. Merci Alex d'être venu. Merci à toi. Tu es venu aussi pour nous présenter le film Régénération. Oui. Hein, dans le cadre du stage qu'on donne au Mas Belric, au domaine Belric. Donc ce soir, on va projeter le film Régénération et j'ai dit, je t'ai proposé de faire un petit temps pour qu'on revienne un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines, projection sur les vaccins, avec le recul. Moi, j'avais quelques petites choses à rectifier aussi dans ce que j'ai dit. J'ai fait quelques erreurs que j'avais envie de rectifier. Okay, super. Puis quelques petites remarques que j'avais... Tu vois, moi, pendant ces 4 semaines, j'ai beaucoup noté, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté ce qui se disait, ce qui pour, contre et ainsi de suite. Et j'avais quelques remarques à rajouter. Super, génial. Ça te va comme programme? Ouais, au top. C'est cool. T'as un truc à dire à commencer? Je commence? Non, vas-y. Bon, alors moi je voulais commencer par des remerciements déjà. Parce que bon, parmi les retours que j'ai eus, bon, il y en avait qui étaient agressifs, bon voilà, qui ne me convenaient pas du tout, donc ça ne m'intéresse pas. Un retour agressif, je ne regarde même pas. Ça, moi, déjà la forme condamne immédiatement. Par contre, j'ai eu vraiment des gens qui se sont mobilisés pour me dire, écoute, on a vu ton truc, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, on a envie de t'aider à avancer et tout, on a compris. Parce que je pense que la chose la plus importante à comprendre, c'est que j'ai voulu dans cette vidéo, je ne prétends pas à l'exhaustivité et à la perfection. Je suis un père de famille non spécialiste de la question sur les vaccins et je voulais montrer avant tout que à la question y a-t-il un danger avec la vaccination, parce qu'en fait j'ai pas fait une série de vidéos pour ou contre la vaccination. C'est pas du tout ça, c'est y a-t-il des dangers à la vaccination, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit ouais mais tu l'as listé que les dangers. Bah, clairement, je fais une enquête pour savoir s'il y a des dangers à la vaccination. Je liste les dangers à la vaccination et après chacun se prend sur sa balance bénéfice-risque et fait son choix. Et donc il y a des gens qui m'ont aidé, donc je voulais les remercier, je vais citer les prénoms. Hein. Je remercie Jacques, je remercie Jean-Pierre, je remercie Senta qui m'a beaucoup aidé, je remercie Sophie qui m'a énormément aidé, je remercie Patrick, je remercie quelqu'un alors qui veut apparaître uniquement sous son pseudonyme, donc ça va peut-être faire sourire, il s'appelle Guy Moquette. Ok. C'est ça. Je remercie aussi alors vraiment toute l'équipe de Team Content for All. C'est l'équipe de traducteurs bénévoles qui ont traduit ces vidéos, un énorme travail. En combien de langues? Écoute, c'était toujours en 3 langues, anglais, français, sous-titrage anglais, français et arabe. Okay. Et on a de plus en plus d'italien, d'espagnol, de russe. Les vidéos sont petit à petit, ils ajoutent. On a de l'hébreu aussi qui a été rajouté. Enfin, c'est juste énorme comme travail. Ils ont fait tout ça bénévolement. Je vais mettre le lien de Team Content for All sous la vidéo. Franchement, si vous avez envie de leur lâcher quelques petits euros, franchement, ils le méritent, mais plus que largement. C'est une équipe de bénévoles qui ne travaillent pas sur commande, mais qui traduisent de leur propre gré les vidéos qui leur parlent sur YouTube pour les rendre disponibles à toutes les personnes, quelle que soit la langue, et aux personnes malentendantes et ainsi de suite. Donc c'est pas moi qui les ai contactés, c'est eux qui m'ont proposé une traduction de vidéo, et puis en discutant, ils m'ont dit, on s'est dit, pourquoi on ferait pas la série de vidéos sur les vaccins, et ça les a branchés, donc ils y sont allés. T'inquiète pas pour le son, il n'y aura pas de vent, je le connais mon micro. Donc voilà, je voulais aussi parler d'un projet qui me tient énormément à cœur, je vais mettre le lien en dessous. L'une des personnes avec qui j'ai relationné, qui fait partie d'une association pour la liberté vaccinale, la liberté de choix, m'a parlé d'un projet qu'ils avaient mis en place qui s'appelle les Sentinelles. Les Sentinelles, ce sont des personnes formées à la question vaccinale qui peuvent vous accompagner quand vous allez voir votre médecin et que vous demandez des aménagements, que vous voulez vacciner un peu plus tard vos enfants, que vous voulez un dialogue et que peut-être ça ne se passe pas exactement comme vous voulez, qu'il y a une forme de pression qui est exercée de l'autre côté. Ce sont des gens qui sont équipés, habitués, qui ont aussi un discours qui peut convaincre le médecin et donc qui vous fassent des facilitateurs, des médiateurs. Ça s'appelle les Sentinelles. Et c'est partout en France? Il y en a partout en France. Il faut qu'il y en ait de plus en plus. Hein, donc c'est aussi un appel aux personnes qui se sentent appelées par ce projet pour y participer. Je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo et c'est vraiment un très beau projet qui va dans le sens du choix libre et éclairé. Donc voilà, je voulais juste préciser quelque chose. Ma question à la base c'était quels sont les dangers de la vaccination? Pas pour ou contre la vaccination. Parce que pour moi la question pour ou contre la vaccination c'est une question qui n'a pas de sens. Parce que la vaccination ça n'existe pas. Est-ce qu'on parle de vaccination avec un vaccin monovalent ou un vaccin avec plusieurs valences dedans? Est-ce qu'on parle d'un vaccin qui contient juste la rougeole ou rougeole, oreillon, rubéole? Est-ce qu'on parle d'un vaccin avec des adjuvants ou sans adjuvants? Est-ce qu'on parle d'un vaccin qui est administré à 2 mois ou un vaccin qui est administré à 3 ans? Donc pour ou contre la vaccination dans l'absolu, ça n'a pas de sens. Moi je voulais essayer de montrer qu'il y a des dangers à la vaccination, que ces dangers doivent être mis en rapport avec les avantages et qu'avec ça,
on peut... Chacun faisait son choix, quoi. Oui, alors chacun fait son choix. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Oui, oui, non, bien sûr. Il n'y a pas la liberté vaccinale. Et c'était pour un appel à une concertation citoyenne et retrouver la liberté vaccinale. C'est-à-dire retrouver la liberté de décider de ce qui va se passer pour mes enfants et tout un chacun. C'était ça vraiment le plaidoyer. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que la plupart des gens qui se posent des questions sur la vaccination, avec qui j'ai échangé, ne sont pas contre la vaccination. Ils sont pour la liberté vaccinale. Oui. Et c'est marrant parce que l'une des stratagèmes des contres, des anti... C'est de monter une sorte de guerre pour contre, non? Voilà, exactement. C'est tout de suite, on dit, le gars il pose des questions, il est contre la vaccination. Les mecs, la caricature, faut arrêter, c'est trop simple. On n'a pas le droit de faire ça. C'est pas pour ou contre la vaccination, c'est y a-t-il des dangers et peut-être a-t-on le droit à la liberté vaccinale. C'est juste ça. Moi, je t'interdis pas de vacciner tes gamins, c'est ton problème. Mais par contre, moi, pour les miens, je voudrais pouvoir prendre une décision, d'ailleurs, que je ferai vaccin par vaccin. Je dirais, celui-là, non. Celui-là, écoute, au vu de ce que je vois, pourquoi pas? Mais pas maintenant, plus tard, tu vois? Parce que vaccin ROR, par exemple, Andrew Wakefield, le fameux médecin qui a été tant décrié, a montré que la problématique, elle s'est située si on vaccinait entre 1 et 3 ans. Passé 3 ans, il a dit les problèmes liés à l'apparition de troubles autistiques, ils sont quasiment nuls. Ah oui. Donc toi, tu peux te dire, si tu tiens à vacciner, tu vas te dire, ok, mais après 3 ans, quoi. Voilà, tu vois, c'est juste ça, c'est trouver un peu d'intelligence. Et c'est vrai que c'est fréquent dans les débats, hein, quand des personnes sont entre guillemets de mauvaise foi, c'est la caricature du discours de l'autre. Tu vois, on le tourne en dérision, on en fait quelque chose qui n'est pas, et à ce moment-là, le débat est exclu. Donc ça, c'est la première des choses. J'avais une autre remarque aussi à faire, c'est que souvent dans les débats, dans les choses qui m'ont été opposées, on me disait souvent, non mais attends, regarde, dans le passé, tel vaccin a fait tel miracle, tel vaccin a fait tel miracle. Et moi, chaque fois, je répondais, la situation vaccinale, la situation sanitaire passée, n'est pas la situation sanitaire présente. Moi, je veux une réflexion sur la question vaccinale aujourd'hui en France. Parce qu'il y avait des gens qui me disaient, ouais, non, mais regarde, la coqueluche, elle tue 9000 personnes par an. Je dis, mais elle tue en France 9000 personnes par an? Ah non, 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 en Afrique. Mais on raisonne en France, je ne raisonne pas pour l'Afrique. Ah oui, non, mais le contexte change un peu. Et si en plus tu mets dans l'équation le fait que certainement en Afrique, ce n'est pas une question de vaccin, c'est plutôt une question sanitaire, c'est une question d'accès à l'eau potable, de malnutrition et ainsi de suite, tu te dis, c'est peut-être pas des vaccins qu'il leur faut, mais une vraie politique d'aide qui leur permet de retrouver un cadre de vie adéquat dans lequel ils soient bien. Hein. Donc, parce que ça, pour moi, c'est faux aussi comme débat. Me dire, ah, en 1900, le vaccin contre la rougeole, enfin, pas contre la rougeole, il n'existait pas, mais le vaccin contre telle maladie a sauvé tant de personnes. Bon, il faudrait encore le vérifier, mais même si c'est vrai, on n'est pas en 1900. Et en plus, les vaccins qui étaient administrés à l'époque n'ont rien à voir avec les vaccins qui sont administrés maintenant. Donc, c'est encore... C'est une mise à jour vraiment de ce questionnement-là. Oui, c'est maintenant. Maintenant, on raisonne maintenant, ici, en France. Je suis en France. D'accord. Donc ça, c'était... Alors, je tiens à préciser aussi que je n'ai pas cherché à lire des écrits pro ou anti-vaccination. On me demandait quelles étaient mes sources livresques. Je peux dire que j'en avais quasiment aucune. J'avais parcouru un livre de quelqu'un qui s'appelle Michel Georget, hein, qui est un médecin qui est classé anti-vaccination, en vérité qui milite pour la liberté vaccinale. Je l'ai un peu parcouru, puis rapidement, je me suis dit, je le lirai après, parce qu'il m'a l'air excellent son livre, mais vraiment excellent. Mais je ne voulais pas me laisser trop influencer. Je voulais vraiment faire la démarche. Je voulais montrer ce qu'un papa sans compétence peut arriver à faire. C'était vraiment ça. Hein. Donc il y a des erreurs, hein, on va y revenir. Il y a aussi, je voulais le préciser, une grosse erreur de ma part. Enfin, une grosse erreur, une grosse omission. Je pense qu'il y a une incompréhension flagrante entre les pro-vaccination, si on veut caricaturer, et les gens qui posent des questions sur la vaccination. En tout cas, il y avait une différence flagrante entre moi et les gens qui sont à fond pour la vaccination et qui m'assaisonnaient quelque peu. Et j'ai mis du temps à le comprendre. Et si je l'avais cerné, ça aurait changé la donne. Les gens qui étaient pro-vaccination veulent l'éradication des maladies. C'est-à-dire que pour eux, ils veulent que la rougeole disparaisse. À titre personnel, je m'en fous éperdument que mon gamin ait la rougeole. Ce qui m'inquiéterait, c'est si plutôt qu'il n'y ait plus de morts. Ah, voilà, moi ce qui m'inquiéterait, c'est s'il y a un handicap. Mais non, la plupart des gens te disent, parce que tu vois, moi j'ai sorti les courbes vaccinales, par exemple, dans lesquelles je te montrais que la mortalité pour la rougeole avait diminué bien avant le vaccin et que le vaccin n'avait pas changé grand-chose. Mais on me dit, oui, mais si on arrête de vacciner, par exemple, la rougeole remonte en flèche. Je dis, oui, mais est-ce qu'elle tue? Est-ce qu'elle handicape? Est-ce qu'elle cause des problèmes? Parce que il y a
Vas-y. Bah, et en plus, le 8 mai est à remettre en cause aussi, parce que si la courbe est descendante avant qu'on mette en place le vaccin, c'est pas dit et sûr et certain que la courbe elle remonte ensuite Mais si on enlève. Je veux dire, c'est pas aussi sûr que ça, si. C'est pas aussi sûr que ça, mais on le voit des fois. On enlève, par exemple, on te dit, voilà, dans tel pays, on a arrêté de vacciner contre la coqueluche et les enfants font une coqueluche. Ok, mais moi, j'ai eu la coqueluche à la maison. C'est long, ça prend du temps. Mais si dans une balance bénéfice-risque, je dois choisir entre la coqueluche et un trouble neurologique, moi je préfère 10 fois que mon gamin ait la coqueluche, même si c'est long. Ouais. Et par exemple, par rapport à la rougeole, c'est exactement la même chose. La rougeole en France ne tue plus. On ne peut pas faire une politique de santé sur, allez, 2 ou 3 cas. Ok, il y a eu 2 ou 3 morts à la rougeole actuellement. Déjà, premièrement, ce n'étaient pas des enfants. Il faut le savoir, hein, ce n'étaient pas des enfants. C'était des personnes qui étaient fortement immunodéprimées. 2 ou 3 morts, c'est trop. C'est évident. Et la douleur des familles, elle est totale. Donc on ne peut pas rigoler avec ça. Il n'empêche qu'on ne peut pas faire une politique de santé publique en imposant la vaccination à tout le monde, parce qu'il y a eu 2 ou 3 personnes immunodéprimées, donc des cas extrêmement particuliers, qui sont mortes de la rougeole. Actuellement, en France, on ne meurt plus de la rougeole. Donc moi, si sur une balance bénéfice-risque, on me dit, globalement, la rougeole ne tue plus. Ton gamin va avoir la rougeole, il va avoir une poussée de fièvre, et ainsi de suite. Okay. Parallèlement à ça, tu peux le vacciner. Par contre, avec le vaccin, il y a une chance, par exemple, sur 100 000, que le gamin, il y reste, il fasse une méningite foudroyante. Bah, moi, je veux pouvoir choisir. Je veux pouvoir dire, ok, qu'est-ce que je préfère? Une maladie qui risque d'arriver, qui va être handicapante un temps, c'est-à-dire il va être malade, et puis après, il va s'en sortir, ou un risque, même faible, de méningite foudroyante. Moi, en tant que père, je vais pouvoir prendre la décision. Normal. Donc, quelque part, je me suis rendu compte que chez les pro-vaccination, et là je caricature un peu et je suis désolé, je ne vois pas d'autres termes hein, pour le définir, chez les pro-vaccinations, il y a la volonté d'éradiquer les maladies. Moi, je ne veux pas éradiquer les maladies. D'ailleurs, parce que je pense que c'est une formidable bêtise. Hein. On a coévolué avec les virus. Les virus sont une partie essentielle. Le virobiote humain, c'est 10 puissance 35 virus à peu près qui cohabitent actuellement dans ton corps. Les virus participent à ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de notre patrimoine génétique dans un environnement. Je me base aussi, tu vois, par exemple, je me souviens, je suis tombé par exemple sur le docteur Frédéric Tanguy, j'ai pris quelques notes, hein, de l'Institut Pasteur, qui expliquait que par exemple, dans le syndrome de la maladie de Hodgkin, c'est un cancer, hein, un cancer particulier, ben, ils se sont rendus compte que les personnes qui avaient la maladie de Hodgkin, et qui pendant qu'ils avaient la maladie développaient la rougeole, avaient une rémission beaucoup plus rapide de la maladie de Hodgkin. Comme si le virus de la rougeole accélérait la guérison. Les virus utiles, la participation des infections virales à notre santé en général. Il y a beaucoup de pistes, je ne les ai pas du tout explorées, je ne suis pas un virologue, je ne suis pas spécialiste de ça, mais moi je ne veux pas la suppression des maladies, parce que je ne crois pas à ce rêve prométhéen de l'homme sans maladie. Je crois que c'est la nature de l'homme d'être touché par des virus, de les faire voir passer dans son... Et de faire corps avec son environnement. Au final, on veut essayer de se séparer de lui, alors que c'est l'amour qu'on veut faire. C'est un peu comme je le ressens. Ouais. Donc c'est clair qu'on ne se comprenait pas, parce que quand moi je sortais des courbes vaccinales dans lesquelles je disais, regardez, la rougeole ne tuait plus bien avant le vaccin. Les mecs me disent, non mais regarde, on arrête de vacciner dans tel pays, la rougeole remonte. Mais on ne parle pas du tout de la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui pourrait m'interpeller, c'est si, en arrêtant de vacciner contre la rougeole dans un pays, maintenant, en 2018, la mortalité augmente. Alors si la mortalité augmente, liée à la rougeole, et qu'on arrive à le prouver, je dis, ok, il y a un problème, il y a un vrai problème. Mais si les cas de rougeole augmentent, ce n'est pas un problème. Les vaccins sont là pour empêcher les cas, pour empêcher la symptomatologie. Donc c'est normal que si on vaccine massivement, il n'y a pas de symptomatologie de la rougeole, on arrête de vacciner, il y a des cas de rougeole qui réapparaissent. C'est normal, c'est prévisible. Et c'est en aucun cas une invalidation de la démarche. On ne poursuit pas le même but. Et c'est pour ça que je pense qu'on ne se comprend pas. Hein. Donc ça, c'était une grosse omission de ma part. L'autre question aussi, et que j'avais noté aussi, je veux dire, à quel prix veut-on ne pas souffrir? À quel prix veut-on ne pas être malade? À quel prix veut-on ne pas avoir la coqueluche, la rougeole, les oreillons ou la rubéole? Qu'est-ce qu'on est prêt à payer comme prix? Et ça, il faut quand même noter que si mon gamin est vacciné, d'accord, et qu'il y a un accident, et tout le monde reconnaîtra que ça peut arriver, il peut y avoir des accidents vaccinaux. Si mon gamin est vacciné, qu'il y a un accident, qui est-ce qui va l'assumer, le gamin, pendant toute sa vie, après cet accident? C'est pas l'État, c'est pas le médecin, c'est pas l'hôpital, c'est moi, d'accord? Donc, je veux pouvoir dire à quel prix je veux éviter telle ou telle maladie à mon enfant. Parce que s'il y a un problème, c'est moi qui devrais l'assumer. Un enfant handicapé, c'est toute une famille qui bascule.
Hein. J'ai proche de moi des familles d'enfants handicapés. Elles aiment énormément leurs enfants, mais ça serait se voiler la face que de dire que c'est facile. C'est dur au quotidien, pour tout le monde. Hein. Donc, suivant quel algorithme on mesure la balance bénéfice-risque, ça aussi. Tu vois, Non, mais tu vois, on me dit, voilà, la balance bénéfice-risque, elle est estimée par le gouvernement. Ok, mais qu'est-ce qu'ils prennent comme paramètre pour mesurer cette balance? Moi, je voudrais le savoir quand même. Parce que, est-ce qu'ils prennent les mêmes paramètres que moi? Est-ce qu'ils prennent des paramètres qui m'importent? Je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Donc, voilà. Moi, c'était un petit peu les questions que je me posais. J'avais noté encore... Non, j'avais ça. Alors, est-ce que tu veux que, rapidement, avant que tu me poses des questions, parce que toi, tu avais des questions. C'est ça. Est-ce que tu veux juste que j'évoque les erreurs que j'ai faites? Bien sûr, bien sûr. Vas-y, frappe-moi. Mea culpa. Mea culpa. Non, j'ai fait des erreurs. Sur certaines, c'était des grosses erreurs qui ne sont pas handicapantes sur le plan de la compréhension générale, mais c'était quand même des grosses erreurs. Par exemple, à un moment, j'ai parlé, c'est grossier, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça, d'injections intraveineuses, alors que ce sont des injections intramusculaires. Ou sous-cutanées. Sous-cutanées, intramusculaires, dans le muscle. Okay. D'accord. Par contre, ça n'enlève rien qu'il y a une différence fondamentale entre ingestion par la bouche, la voie orale, et injection, la voie parentérale. D'accord. Et que finalement, quelque chose qui est injecté dans le muscle, vu que le muscle est fortement vascularisé, va se retrouver dans le sang. Alors il y a une atténuation, je suis d'accord. Hein, et on aurait pu diminuer les doses réelles quand je faisais des comparaisons. C'est une erreur de ma part, mais en tout cas à mon avis, hein, peut-être que des personnes... Ça change la forme, mais ça ne change pas le fond du coup. Ça atténue un peu le fond. Voilà. Mais pour moi, ce n'est pas une erreur fondamentale. Non, ouais. Après, je m'auto-octroie le droit de dire que ce n'est pas une erreur fondamentale. Peut-être qu'il y en a qui vont hurler, qui vont dire que c'est une erreur fondamentale. Peut-être pas d'accord. Moi, en tant que béotien, je trouve que ce n'est pas une erreur fondamentale. Ensuite, grosse erreur, l'aluminium dans le vaccin ROR. Le ROR est un vaccin à virus atténué, c'est-à-dire à virus vivant atténué. On n'a pas d'aluminium dans les virus vivants, dans les vaccins à virus vivants atténués. On n'a pas d'aluminium. Et en même temps, un travail récent qui a été fait par une équipe, je crois, italienne, montre qu'il y aurait des nanoparticules. On aurait même trouvé des silicates d'aluminium à l'état de nanoparticules dans le vaccin ROR. Ok, donc c'est des traces, ils appellent des... Je ne sais pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Alors bon, en tout cas, théoriquement, il n'y a pas d'aluminium dans le vaccin ROR. Je me suis lourdement trompé et c'est une erreur de ma part. Je me suis planté, effectivement. Je ne connaissais pas la différence entre virus atténués et virus qui sont tués. Et j'ai relevé aussi que certaines fois, tu parlais de mercure dans des vaccins, alors que le mercure, ça fait 18 ans, enfin de ce que j'ai lu et compris, qu'il n'était plus, non? Ça dépend. Ok. Alors effectivement, le mercure est absent de tous les vaccins unidoses. D'accord. Par contre, si tu vas dans une institution qui utilise des vaccins multidoses, vaccin multidose, ça veut dire que le médecin, il prend sa seringue, il plonge dans un récipient et il va plonger plusieurs fois pour vacciner plusieurs personnes. Et ça se fait encore dans pas mal d'institutions. Dans les vaccins multidoses, il y a du mercure. On ne peut pas conserver un vaccin multidose sans mercure. Donc les gens qui me disaient « Ouais, il n'y a plus de mercure, tu t'es basé sur des choses qui ne sont pas vraies », c'est faux. Si vous allez chez le pharmacien chercher des vaccins, effectivement, il n'y a plus de mercure. Alors il y en a eu, hein. Donc, on a quand même fait des grosses boulettes pendant pas mal de temps. Mais maintenant, il n'y en a plus. Par contre, il y en a dans les vaccins multidoses. Okay. Donc, régler la question en disant Casa, si c'est planté, c'est ridicule, c'est un peu facile parce qu'effectivement, il y en a encore dans les vaccins multidoses. Voilà. Autre erreur. Un vaccin hexavalent ne contient pas 6 fois plus d'aluminium. Oui. D'accord ? Il contient une dose d'aluminium. Il n'en contient pas 6. On n'en a pas besoin de 6. Et en même temps, je te dirais, pour moi, c'est pas pertinent. Enfin, je veux dire, c'est pas un problème. Parce qu'on a montré que les problématiques arrivaient même à des très faibles doses. Et je citais cette étude, Non-linear dose response of aluminium hydroxide adjuvant particles, selective low dose neurotoxicity. En fait, la réponse véritable de ce rapport, c'est, il t'explique que parce que la dose injectée est extrêmement petite d'aluminium, elle a probablement pu favoriser la recapture de l'aluminium et son transport au cerveau. C'est pour ça que dans cette étude, on dit que la règle du plus on met de poison, plus c'est toxique ne s'applique pas ici. Au contraire, la plus faible dose devient la plus toxique. D'accord ? Donc dans un vaccin hexavalent, il n'y a pas 6 fois plus d'aluminium, mais en fait, c'est pas si grave que ça parce qu'on se rend compte que la règle du c'est la dose qui fait le poison ne marche pas. Donc si on en met plus, c'est moins dangereux ? Non.
Non, mais si on en met très peu, c'est extrêmement dangereux. Ça reste extrêmement dangereux. D'accord. Ça c'est. Alors ensuite, il y a un autre point, paraît-il, qui m'a été relevé. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai vu, c'est un ami qui l'a vu. Tiens, regarde, attends, je vais changer un petit peu parce que là, au niveau luminosité, tu deviens un peu sombre, mon gars. Attends, hop. On va t'éclairer là, quelque peu. Quelque peu. Je mets bien le point sur toi. Oui, donc j'ai relevé un point sur les macaques verts, non? C'est ça, sur les reins des... Ouais, il paraît... Non, pas les macaques verts. Les singes verts ou les macaques. Paraît-il que je me suis trompé. Bon, ok, et je sais pas, j'ai pas compris, mais c'est vrai qu'on m'a relaté, on m'a dit Thierry, t'as fait une grosse erreur, je sais plus qui, mais qui était pas content du tout, parce que tu t'avais parlé de singes verts ou de macaques. Next. J'avais marqué dans mes notes, je le dis, hein, cru, c'est pas politiquement correct, rien à cirer. Vaccin multidose, tu m'en as parlé. Grosse discussion aussi qui ont eu lieu sur la vaccination qui n'était pas équivalente à l'immunité naturelle. D'accord? Immunité mucosale, immunité humorale, immunité cellulaire. Et donc, il y a des gens qui vont dire oui, mais alors tu n'as pas pris en compte l'immunité des lymphocytes T régulateurs, qui est l'immunité cellulaire. Je vais te dire, j'ai pas besoin d'études en double aveugle, peer review et tout ce que tu veux publier sur PubMed pour savoir que la rencontre avec un virus dans mon environnement n'a strictement rien à voir avec le fait d'injecter un virus. Ça n'a rien à voir. L'essentiel de l'immunité est une immunité qui est au niveau des muqueuses de l'organisme, les bronches, les intestins, la peau. C'est là que se passe l'immunité. Si tu injectes, tu court-circuites cette immunité-là. Donc, elle ne se confronte pas au virus. Ce n'est pas la même chose. Et je n'ai pas besoin de grosses démonstrations. On ne peut pas non plus baser notre connaissance du monde uniquement sur ce qui est publié dans PubMed. Tu vois ce que je veux dire? Je n'appréhende pas le monde au travers des études scientifiques. C'est bien de s'appuyer dessus. C'est très bien, c'est ce que j'ai fait au maximum, mais on peut avoir aussi une dose de compréhension et d'intuition. Je veux dire, pour moi, c'est évident que rencontrer un virus dans notre environnement ou se l'injecter n'est pas la même chose. N'est pas du tout la même chose. Donc, ce ne sera pas le même niveau de réponse immunitaire que tu vas développer. C'est pas du tout la même chose. Voilà, ça, c'est pour moi, ça ne se discute même pas. C'est pour ça qu'on m'a envoyé quelques liens de vidéos. Bon, il y en avait qui étaient agressifs, méprisants, donc là je laisse tomber, la caricature, la moquerie. Il y en a certaines drôles. Il y en a un, ouais, je me suis marré, là, le gars qui est en Provence, là, tu sais, avec son chien. T'es un con, alors. Je le salue, je me suis bien marré. Je t'avoue que je me suis bien marré. Tu l'as bien fait, tu as dû bosser en plus, chapeau, félicitations. J'en ai vu d'autres, peu importe. J'en ai vu une où le gars il était posé, pas agressif et tout, ça m'a fait plaisir. Par contre, rapidement, il dit voilà, l'immunité vaccinale est équivalente à l'immunité naturelle. Donc j'ai arrêté la vidéo, je dis là, moi, mec, on peut pas avancer. Voilà, pour moi, là, si tu prends ce préalable-là, on peut pas. Tu peux nous redire l'immunité? L'immunité vaccinale était équivalente à l'immunité naturelle. C'est-à-dire que la réponse du corps à une injection vaccinale, d'un virus atténué ou d'un virus mort, était pour lui équivalente à l'immunité que développe le corps quand il est confronté naturellement à un virus de son environnement. Ça, c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Donc voilà un petit peu ce que j'avais noté dans les erreurs. Moi, j'avais une petite question à te poser, Alex. Tu permets? Oui, bien sûr. Est-ce que tu t'es déjà fait vacciner? Oui. Quand tu étais jeune. Est-ce que tu as lu la notice? Non. D'accord. Pourtant, ça pourrait être intéressant. Est-ce que tu as vu quand même que les notices sont écrites en tout petit? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais comment sont testés les vaccins? Un petit peu. Il y a les essais de phase 0, de phase 1, de phase 2, de phase 3 et de phase 4. Tu connais un peu ça? Sur le nombre de personnes, ça? Exactement. Oui. La phase 0, c'est des essais précliniques sur les animaux. Ouais. D'accord. La phase 1, on teste le vaccin sur 10 à 100 personnes. La phase 2, sur 50 à 500 personnes environ. La phase 3, sur plusieurs milliers de personnes. Et si ça marche, donc 3, 4, 5 000 personnes. Et si ça marche, on étend. Et c'est la mise sur le marché. Et on fait un retour au bout de quelques années. Et à partir de là, les fabricants de vaccins établissent sur leur notice, et c'est toujours marqué, les effets indésirables reportés, et ils les classent en rares, très rares, et ainsi de suite. Et par exemple... Je sens que tu es allé chercher des... Ouais, je suis allé fouiner un petit peu. Oui, bah écoute, j'aime bien ça. Ça me manquait, moi, tu vois, j'avais un peu arrêté. On avait enregistré cette série de vidéos en juin, tu vois, depuis juin, j'avais pas titillé. Donc en fait, on te dit, bon, très fréquent, c'est supérieur ou égal à 1 sur 10. Okay. Fréquent, c'est entre 1 sur 10 et 1 sur 100. Occasionnel, c'est entre 1 sur 100 et 1 sur 1000.
Rare, c'est entre 1 sur 1000 et 1 sur 10 000. Donc la fréquence des effets secondaires. Et la fréquence des effets secondaires relatés. Je me suis dit, tiens, amusons-nous. Pour le ROR, on compte qu'il y a à peu près 750 000 à 800 000 enfants qui arrivent par an. D'accord ? Ils vont recevoir 2 injections pour le ROR. Donc on va dire qu'il va y avoir entre 1 500 000 et 1 600 000 injections réalisées. D'accord ? Je me suis dit, tiens, on va voir par exemple sur un vaccin qui s'appelle l'Infrarix. Infrarix, je crois qu'il s'appelle. Priorix, non, pas Priorix. Ils ont toujours des noms, c'est Goldorak. C'est Priorix, Xanax, ouais, Axérix et tout. Donc Priorix. Je me suis dit, tiens, allons voir le nombre d'effets secondaires reportés comme rares qui sont présents. Donc rares, considérant qu'il y a entre 1 500 000 et 1 600 000 injections, ça fait entre 160 et 1600 cas. D'accord ? Qu'est-ce que je trouve dans les rares ? Méningite, syndrome semblable à la rougeole, syndrome semblable aux oreillons. Et attends. Encéphalite, cérébellite, syndrome de type cérébellite. Encéphalite, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez costaud. Cérébellite, syndrome de type cérébellite, transitoire, trouble transitoire de la locomotion, ataxie transitoire, c'est-à-dire le gamin il est complètement, il bouge plus. Wow. Syndrome de Guillain-Barré, c'est un syndrome de paralysie progressive des membres. Myélite transverse, pareil, c'est une attaque de la gaine de myéline, on va dire type sclérose en plaques. Névrite périphérique, c'est quand même costaud. Et ça va concerner 160 à 1600 cas, c'est ce que reconnaît par an du coup. Par an. Exactement, 160 à 1600 cas par an. Ça reporté aux 3 morts par an de la rougeole. Bénéfice-risque, chacun fait son truc. Et une dernière petite remarque. Sais-tu pourquoi, depuis quelques mois, on nous balance énormément d'infos dans les médias, hein, les médias qu'on connaît pour leur intégrité, leur honnêteté, leur sincérité. Leur sincérité, et puis le fait qu'ils soient indépendants, hein, tous les médias, sauf Vincent Lapierre, qui est vraiment pas indépendant, ça je dois le dire, mais en blague à part. Mais bon, on entend parler de la rougeole tous les jours. Il y a un article tous les jours. Tu sais, sur mon téléphone portable, j'ai eu une petite alerte Google, là, tu vois, pour avoir toutes les infos, et tous les jours il y avait un article. J'ai même vu des reportages où ils vont voir les gens et tout. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, puis avec la dramaturgie qui va bien et tout. Oui. En fait, il y a un calendrier qui a été élaboré au niveau de l'OMS en 2012, je crois. Et leur critère qui permet de mesurer la bonne application du calendrier vaccinal, c'est les niveaux de couverture sur la rougeole. C'est-à-dire que pour qu'un État soit « je suis tranquille, je suis rentré dans les clous », il faut qu'il ait la couverture vaccinale espérée pour la rougeole. C'est pour ça qu'ils mettent le paquet sur la rougeole, parce qu'en France, on n'est pas bon. On n'est pas bon. Les Français, ils sont revêches, tu vois, l'esprit Astérix. C'est pas Priorix, c'est Astérix. L'esprit Astérix. Et en fait, le Français, il gave d'une certaine manière, il pose des questions. Tu vois, je veux dire, juste, c'est un peu comme quand je te disais, voilà, tu as quelqu'un qui débarque dans la rue avec une seringue, il te dit, je vais faire une picouse à ton gamin. Et le Français, il dit, attends, tu veux le piquer avec quoi? Je peux savoir là parce que je me pose des questions. Et donc la France met vraiment la pression au niveau de la rougeole parce que sinon, il va être recalé. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que dans un échange que j'avais avec une des personnes qui m'a pas mal renseigné aussi après cette série sur la vaccination, ces personnes qui m'ont dit, voilà, tiens, il y a telle et telle erreur, mais on a envie de t'aider à avancer. Ouais. Cette personne m'a fait remarquer qu'en fait, au niveau de l'Italie, par exemple, il y a eu énormément de manifestations populaires. Ils ont été des centaines de milliers à défiler dans la rue pendant des mois et des mois et des mois. Et là, ils ont voté le retrait de la vaccination obligatoire. Plus compliqué que ça. Le Premier ministre lui-même était connu comme un anti-vaccination. Okay. Malgré ça, la vaccination a été généralisée. Okay. Ce qui veut dire que ce sont des politiques qui sont au-dessus du niveau des États. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne milite pas pour que les gens descendent dans la rue pour manifester, pour demander au gouvernement, parce qu'en fait, globalement, les puissances qui sont en jeu dépassent largement la puissance des gouvernements. Moi, ce que je milite, c'est que pour que le gouvernement redonne la liberté vaccinale, pour qu'ils disent à chaque parent, ok, on va maintenant, et puis qu'on organise des débats, des vrais débats à la télé, entre spécialistes, entre commissions indépendantes et ainsi de suite, et que chaque parent ait les données pour pouvoir faire des choix. Parce que je pense qu'un État lui-même ne pourra pas dire « j'arrête la vaccination obligatoire ». C'est très compliqué. En Italie, visiblement, il y a un parti, la Ligue du Nord, qui a obtenu un moratoire, c'est-à-dire une suspension pendant 1 an de la vaccination obligatoire, mais il y a toutes les chances qu'ils se les refassent imposer. Parce qu'il y a vraiment des groupes de pression, des enjeux financiers que j'avais montrés, qui sont tout sauf anodins.
Donc il y a des pressions sur les États, les mecs, ils n'ont même pas la liberté de choisir. Voilà moi ce que je voulais un petit peu dire. Trop bien. Et du coup, moi, je suis allé faire un tour dans les commentaires, les réponses un peu sur tes vidéos. Et même moi, des questions un peu personnelles que j'avais sur la compréhension un peu de cette histoire. Et donc, la première question que j'ai avec toi, c'est que c'est vrai, en fait, quand on me fait remarquer que, par exemple, il y a eu l'extinction donc, de la diphtérie en 1923, de la rougeole en 1963, de la varicelle en 1995, je me dis... Waouh, mais en fait, si vraiment l'éradication, entre guillemets, de ces maladies-là serait due que... L'éradication de la rougeole? Non, si l'atténuation de ces... parce qu'éradication, c'est pas éradiquer. Non, oui, de ces virus serait due essentiellement à l'hygiène, qu'est-ce qui fait que, en fait, ça se ferait à des dates différentes que ce... Bon, je pense qu'il faudrait regarder vaccin par vaccin pour répondre, tu vois, je veux dire de façon... je suis pas un spécialiste, là, alors je vais me donner le droit, j'espère que vous me l'octroierez, je vais me donner le droit. Non. Ouais, alors attends, il y a un truc qui clignote en rouge, là, je vais aller regarder ce que c'est, parce que c'est pas bon signe. Je crois que c'est parce que ça dit que ça filme, non? Ouais, voilà, ouais. 1, 2, 1, 2. Ouais, non, ça dit que ça filme, en fait, tout va bien, c'est rouge, ça filme, donc c'est bon. Je ne sais pas, il faudrait vraiment le regarder vaccin par vaccin. Bon, il y avait certains vaccins, comme par exemple la polio, la poliomyélite, je t'avais montré qu'il y avait quand même en question une question de nomenclature, c'est-à-dire qu'on a reclassé en non-poliomyélite des maladies qu'avant on classait en poliomyélite. Donc après... C'est vrai qu'il faut voir un peu plus précisément, parce que du coup je suis allé voir aussi moi la tuberculose qui en fait descend depuis 1890 jusqu'à nos jours. Il y a quand même donc 2 gros pics de mortalité qui coïncident avec les 2 guerres mondiales de 1900. Donc c'est vrai qu'il faut voir un peu plus précisément. Il faudrait voir maladie par maladie, mortalité par mortalité. Je ne suis pas compétent pour répondre. Voilà, je n'ai pas les connaissances. Je n'ai pas recherché ça. Comme je te le dis, hein, je ne suis pas un spécialiste. C'est-à-dire que je n'ai pas réponse à tout là-dessus. J'ai eu les réponses que je suis allé chercher, globalement. Ouais. Donc là, moi, je pourrais répondre aux questions que tu te poses et auxquelles j'ai déjà réfléchi, mais si j'ai pas déjà réfléchi, moi je suis pas spécialiste. Ok, super. Le deuxième petit éclaircissement, dans l'épisode 1, je ne sais pas si tu te souviens, on parle de l'épidémie de la rougeole. Oui. Donc sur le site du ministère de la Santé du Québec, il est marqué que 80% des contaminés n'étaient pas vaccinés. Donc en plus, en 89, il n'y avait qu'une dose. Le RER en a maintenant 2, il est donc en théorie plus efficient. Oui, mais là tu vois, ça fait partie typiquement des cas où finalement cette étude, j'aurais pas dû la citer. D'accord. Parce qu'en fait, cette étude, elle parle de cas de rougeole. Ouais. Or, en fait, moi, les cas de rougeole, qu'il y en ait beaucoup ou pas, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelle va être leur incidence sur la santé réelle des gens. C'est-à-dire que si tu fais une rougeole et puis qu'une semaine après, tu es à nouveau bien, c'est pas important pour moi. Donc, cette question, tu vois, j'utilisais des statistiques pour dire, voilà, ceux qui ont été touchés, c'est ceux qui avaient été vaccinés, et ainsi de suite. En vérité, ce qu'il faudrait voir, c'est quelle a été l'incidence de la rougeole. C'est-à-dire, regarde, ce que je vais t'expliquer par là, c'est, on prend les populations, on dit, tiens, il y a eu une épidémie de rougeole. Alors là aussi, hein, très intéressant. Tu sais que le terme pandémie a vu sa définition jusque dans les années 2010 à peu près. Une pandémie, c'était une forte occurrence de la maladie avec une forte mortalité. Et d'un seul coup, c'est devenu par un tour de passe-passe une pandémie, c'est quand il y a beaucoup de cas de la maladie. Mortalité, elle a disparu. D'accord ? Et depuis quand ça du coup, tu sais, je crois que c'est 2010-2012 de mémoire. D'accord. De mémoire, je ne suis pas certain de mon coup. Donc en fait, ce qu'il faudrait aller voir, c'est ok, il y a eu une épidémie de rougeole. D'accord ? On va regarder chez les non-vaccinés et chez les vaccinés, quelle est la proportion de personnes qui, après qu'ils aient développé la maladie, vont développer un trouble handicapant. Tu vois ce que je veux dire ? Vont avoir des séquelles de la maladie. À la limite, c'est ça qui est intéressant pour moi. Parce que qu'il y en ait plus ou moins qui fassent la maladie, parmi les non-vaccinés, il y a toutes les chances que parmi les non-vaccinés, il y en a plus qui développent la maladie. C'est normal. Puisque c'est par la rencontre naturelle entre notre système immunitaire et une maladie que l'individu va faire sa maladie, développer son anticorps et développer son immunité. Donc, qu'il fasse la maladie me paraît tout à fait normal. Ça y trouve un sens, oui. Ouais. Ok, donc il y a pas mal de questions auxquelles tu réponds. Ouais, tu vois, tu me demandais que penses-tu qu'en France, la rougeole soit en augmentation forte et qu'elle coïncide beaucoup avec la baisse de la couverture vaccinale. Mais ce que j'en pense, c'est que c'est normal. Baisse de la couverture vaccinale, plus de cas de rougeole. Et je dirais, tant mieux. Et après, ce qu'il faut juste savoir, c'est jusqu'à quel niveau de gravité, on va dire. Quelle est l'incidence de ces cas de rougeole sur la santé publique globale? Est-ce qu'il y a des séquelles? C'est ça la question. Et non. Non, parce que les mecs, ils ont forcé vachement pour trouver 3 cas de mortalité, quoi. Puis alors ceux-là, les 3 cas de mortalité, tous les titres et ainsi de suite, quoi. Et ça aussi, c'est un truc qui m'a vraiment embêté dans le débat sur la vaccination.
qui n'en était pas un, hein, puisque moi c'était des questions, c'est l'appel vraiment à l'émotionnel. Tu vois, par exemple, quand on te montre un bébé en train d'avoir des tremblements liés à la toxique sécrétée par le tétanos. Okay. Par la toxine qui est sécrétée par la bactérie du tétanos, et qu'on voit un bébé en train de faire des convulsions, quoi, tu vois, les fameux tremblements. C'est déchirant, mais je suis d'accord. Mais c'est pas là-dessus qu'on peut baser une santé publique, une politique de santé publique. On peut pas raisonner sur un cas particulier. Si c'était mon gamin, je serais désespéré. Je le sais. Mais on peut pas raisonner globalement sur un seul cas. Ça, c'est pas possible. Après, je voulais te faire parler des lymphocytes T, mais on en a parlé. Ouais. Je sais plus quel épisode on parlait de l'Hexavax. Et tu disais donc qu'on avait retiré ce vaccin dû à une cause potentielle de mort, alors qu'en fait c'était dû plutôt à un manque d'efficacité d'une des valences de ce vaccin. C'est pas ce que disent les responsables de l'étude. D'accord. Eux ils disent que, alors après ça va être dit, contredit, eux ils disent que on a retiré en prétextant le manque de valence, avant que eux puissent rendre les résultats de leur enquête, qui auraient demandé le retrait du vaccin à cause de sa dangerosité. Ok. Excuse-moi, du coup il y aura quelques blancs parce que je lis en même temps pour pas répéter. Oui, donc dans l'épisode 1, tu me disais qu'en France, il n'existait pas de système de signalement des événements indésirables liés au vaccin. Oui. Or, sur Internet, du coup, moi, je suis allé voir et on trouve assez facilement le portail. T'es allé chercher par toi-même? Mec, tu m'avais promis que tu le ferais pas, quoi. Je ne suis pas... Ouais, Ah, d'accord. Tu m'avais dit que tu le ferais pas, Alex. Sérieux, tu joues pas le jeu. Je suis un ouf. Ah, t'es un ouf. Et du coup, on trouve le portail de signalement des événements sanitaires indésirables donc, sur le site du ministère. Et le premier choix qui s'offre à nous, donc, c'est de sélectionner s'il s'agit d'un médicament ou d'un vaccin. Ouais. Et après, il y a un fonds de compensation qui s'appelle l'ONIAM. Voilà. D'accord. Pour suivre des personnes. Alors oui, donc effectivement, il y en a un en France. Donc erreur de ma part. J'ai surtout parlé du VAERS et du NCVIP aux États-Unis. Par contre, pour avoir proche de moi des personnes qui sont en attente d'une indemnisation par l'ONIAM, ça fait plus de 3 ans et demi qui bataillent et que c'est un parcours du combattant. Ouais. Donc, tu veux que je te le dise non politiquement correct, c'est du foutage de gueule. Ok. Non, mais je veux dire, c'est pas parce que l'Institut existe qu'il est efficace et qu'il aide vraiment les familles. C'est du foutage de gueule, réellement. Je vois comment ils bataillent pour monter des dossiers et ainsi de suite, c'est infernal. C'est vraiment infernal. Et donc, comme je te l'avais dit moi au début de cette enquête, moi j'ai pris cette enquête en étant très peu informé en fait, je n'y connaissais presque rien. Et donc là, ça fait quelques mois que je m'y intéresse et j'ai l'impression, tu me dis ce que tu en penses, qu'au final on trouve autant d'études pour que contre. Et au final, moi ça ne me sert pas en fait. Et le truc qui me sert, c'est de trouver dans l'histoire, en fait, ce qu'il en dit. Et de trouver, du coup, dans des graphiques. Voir oui, la réalité. Voilà. Alors, ce que tu dis, c'est assez vrai. Hein. Bon, déjà, c'est très dur de trouver des études indépendantes actuellement. Hein. Je veux dire, c'est pas un secret de polichinelle. Je sais que ça va pas plaire aux zététiciens et ainsi de suite. Hein. Mais franchement, la majorité des études sont pipotées, sont financées, il y a des biais dans tous les sens. On est d'accord. Alors, le problème, ce qui est rigolo, c'est que les pro-vaccination vont aller chercher les biais dans les études dites anti-vaccination. Mais par contre, c'est comme s'il n'y avait pas de biais dans les études pro-vaccination. Tu sais, faut pas rigoler, quoi, je veux dire, c'est partout pareil. Non, mais il y a du vrai là-dedans. Hein. Y a du vrai. Par contre, s'appuyer sur l'histoire, par exemple, effectivement, là, tu me sors les décès dus à la rougeole en France. Hein, tu peux les montrer là, tu vois. On voit la courbe. Bon, on voit que les décès dus à la rougeole en France diminuaient de façon drastique bien avant l'apparition du vaccin contre la rougeole. Ils ont continué à diminuer après l'apparition du vaccin contre la rougeole. Mais globalement, la rougeole ne tuait plus en France depuis très longtemps quand est apparu le vaccin pour la rougeole. Donc, quand on te dit le vaccin contre la rougeole en France a sauvé des millions de vies, c'est pipeau, c'est faux, c'est juste pas la réalité. Et là où c'est très intéressant pour moi de se pencher un peu sur ça, c'est que c'est au final la seule preuve, entre guillemets, ou les seules pistes qu'on a où les deux camps sont pour, en fait. Où le camp pro-vaccination et le camp contre-vaccination, en fait, sont d'accord sur ces chiffres-là. Et donc, à partir de là, on peut enfin tirer une conclusion personnelle sur tout ça. Oui, et s'appuyer là-dessus me paraît essentiel, effectivement. C'est pour ça que quand on te dit, voilà, la vaccination contre la rougeole a sauvé des millions de vies, c'est faux. C'est faux, c'est archi faux et c'est facile à prouver. Il suffit d'aller sur les statistiques du CEPIDEC pour s'en rendre compte. Une petite question, quelle est la différence pourtant entre la vaccination et l'immunisation ? Et du coup, une question mais on a déjà un peu parlé, fait-on vraiment du bien aux malades en empêchant les conséquences de leur maladie sans s'intéresser aux causes ?
Non. La symptomatologie. Oui, non, je pense que, à titre personnel, je pense que la vaccination est généralement, alors je ne dis pas tout le temps, mais est généralement contre-productrice. C'est-à-dire que c'est du Canada Dry, quoi, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, ça ressemble à de l'immunité, ça a le goût de l'immunité, ça a la couleur de l'immunité, mais ce n'est pas de l'immunité. Et c'est-à-dire qu'il y a une branche de notre système immunitaire qui est passée sous silence avec la vaccination, puisqu'on injecte la branche immunitaire, le côté du système immunitaire qui est le côté extérieur, on va dire, qui est à la surface de nos muqueuses intestinales, bronchiques et aux surfaces de la peau, ben celui-là, il est court-circuité. Donc, en fait, c'est une immunité partielle, au mieux. Et je pense que c'est une formidable erreur. On lit aussi des phrases assez chocs, dans le sens où ils disent « L'immunité naturelle n'a pu supprimer la variole en 500 générations, la vaccination l'a fait en 10 ans ». C'est faux. Ouais. C'est faux, je veux dire, il suffit d'aller regarder un petit peu. Même l'un des responsables de la politique vaccinale sur la variole, le plan d'éradication de la variole, je t'en avais parlé, je ne me souviens plus comment il s'appelle, son nom c'est un Américain, il te dit globalement qu'au début, ils ont fait de la vaccination de masse, ça ne marchait pas. Hein. Ensuite, ils ont fait la vaccination de la personne et de ses contacts, des personnes qui étaient autour. Mais même ça ne marchait pas. Ils ont eu des pics de variole. Ils sont passés de 50 000 cas à 80 000 cas de variole en Inde 2 ou 3 ans après cette politique-là. Et vraiment, ce qui a marché, c'est l'isolement de la personne. L'isolement de la personne. Alors bien sûr, il y en avait qui mouraient. Il y en avait qui mouraient de la variole, bien sûr, mais de toute façon, ils seraient quand même morts. Par contre, à partir du moment où ils étaient isolés, ils ne le transmettaient plus, ils ont arrêté la variole. Et du coup, tu réponds un peu à ma question suivante c'est une question qui disait que, de ce que je comprenais moi, c'était qu'en gros c'était la majorité, c'était l'hygiène qui contribuait majoritairement à la diminution de la morbidité, de la mortalité. De la morbidité. Oui. Or, il y en a en fait comme la variole, qui est un virus qui se transmet principalement par l'air. Et que du coup l'hygiène ne suffit pas en fait, parce que ça soit dans un milieu très sain ou au beau milieu d'une fosse septique, on peut transmettre ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut isoler les personnes. Donc l'isolement. Oui. Mais tu vois, la polio par exemple, le virus de la polio se transmet par l'eau. Hein, de l'eau qui est souillée par des sels. C'est comme ça que se transmet le virus de la polio. Comment tu expliques? Il y a un institut de vigilance en France, je vais peut-être retrouver, je l'avais mis dans mes notes, il y a un institut de vigilance en France. Hein, en France, il n'y a plus de polio depuis longtemps, d'accord? On vaccine toujours contre la polio. Mais il n'empêche que la couverture vaccinale contre la polio, elle a fortement diminué. Et en même temps, il y a eu plusieurs alertes polio. C'est-à-dire que cet institut de vigilance a détecté dans les années 2000 plusieurs fois des virus polio dans des eaux de boisson. Il n'y a pas eu d'épidémie. Qu'est-ce qui fait que maintenant il n'y a pas d'épidémie quand il y a des virus polio dans l'eau de boisson et qu'avant il y avait des épidémies, alors que la couverture vaccinale reste pas si élevée que ça? C'est que les conditions sanitaires et tout ont changé globalement. Donc il y a des multiples paramètres et tout ramener à la vaccination, c'est une erreur et c'est un tour de passe-passe. Oui, donc une petite erreur qu'on a fait dans la vidéo 2, que le tétravalent en fait c'est pas 4 vaccins en un mais 3 en une. Ouais, voilà. C'est tétra. Hein. Oui, on nous dit aussi qu'on trouve donc 20 microgrammes de formaldéhyde dans un vaccin. Et c'est vrai, et quand on recherche, on trouve que dans une simple poire, on trouve donc 6000 microgrammes, donc dans une poire de 100 grammes. Ça, j'ai adoré. Ouais, j'ai adoré, tu vois, je vais te dire, mais j'ai adoré parce qu'en plus, tu vois, moi je m'étais dit, il n'y a que dans le camp des anti-vaccins qu'on a ces espèces de photos chocs qui publient sur Facebook avec des phrases, tu vois, un petit peu, les vaccins ont tué tant de personnes et tout, tu vois, qui parfois sont un peu ridicules. Je me suis dit, même les pro-vaccins qui se veulent rationalistes, ils peuvent nous sortir des bêtises plus grosses qu'eux, quoi. Bon, alors, formaldéhyde, hein, le formaldéhyde, les formaldéhydes sont liés à des cas d'impuissance, de stérilité et ainsi de suite, à des doses de quelques parties par million, d'accord, hein, on est d'accord. Il y a dans la poire environ 6000 microgrammes, hein, ça veut dire 0,6 grammes si je fais la bonne conversion, d'accord. Donc largement au-dessus des doses qui sont données toxiques pour les formaldéhydes. Donc globalement, le simple fait de manger une poire devrait te rendre stérile pour la fin de tes jours. C'est que le formaldéhyde que tu vas trouver dans une poire et le formaldéhyde de synthèse qu'on peut retrouver dans les vaccins, dans les pesticides et ainsi de suite, ou dans les jouets par exemple avec formaldéhyde, n'a strictement rien à voir. On ne parle pas du tout des mêmes produits. Ouais, d'accord. On compare deux choses. Et les mecs qui font ça, d'après moi, le savent. D'accord. Voilà. Donc c'est pas fair play, les gars.
Et du coup, il y a un truc où j'aimerais que tu m'éclaires, c'est que... Attends, en parlant d'éclairage, je crois qu'on va se balancer un éclairage. Allez. Tu permets? Ouais. Lis tes notes. Ok. Je fais une coupure ou pas, pendant que tu lis tes notes? Non, ça va. Ok, alors tu parles, dis un peu ton ressenti là, à chaud et tout quoi. Ok, n'importe quoi. Qu'est-ce que je te dise, moi. Alors là, à chaud, il fait froid, mais à chaud, bah, je dirais que je suis principalement bien, quoi. On va le piéger, vous allez voir. On va le piéger. J'ai encore 3-4 trucs. Les tests de son. Test de son. Ah oui, oulala, il nous ramène un gros projecteur, quoi. Putain, c'est un gros film. Un projecteur, quoi, hein. Comme, putain. Allez, c'est parti, on va mettre la puissance sur toi. Ok. Ça dérange pas si on fait un ping-pong derrière? Non. Mais Pierre et Charles prennent tout notre débat vachement au sérieux. Ping-pong, ping-pong. On est en train de discuter de la politique vaccinale de la France et toi tu joues au ping-pong. Sérieux, Pas mal, nickel. Ça éclaire un petit peu? Beau gosse en plus. Ouais, beau gosse en plus. Ah, on m'a demandé dans les commentaires à Alex si t'étais célibataire. Alors, oui mais non. Non mais oui, quoi. Alors, du coup, j'aimerais que... On est en pleine lumière. Bon, je dis un petit message à Pierre Allaire. Je suis désolé, hein, j'ai pas appliqué tout ce que tu m'as dit sur l'éclairage. Hein. Ouais, parce que là, il y a un contre, on pourrait mettre un contre en 90 degrés pour que... Ouais, non, mais il y a Pierre qui a passé du temps avec moi pour me briefer. Il va être juste désolé s'il voit cette vidéo, il va se dire ça saura servir à rien. J'aimerais que Thierry, tu m'éclaires sur un truc, parce que si on suit la logique de ta philosophie, donc qui est de nous laisser atteindre donc, par les virus ambiants, pour qu'on fasse corps en fait avec notre environnement et qu'on devienne plus fort. Et donc si je comprends la philosophie des vaccins, eux, c'est pour nous prévenir un peu de ça. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre les deux? Parce que si tu joues au jeu de résister à ton environnement mais que ton corps n'est pas assez fort et que tu meurs, bon ben t'as joué au jeu mais t'es mort. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un équilibre entre... À voir. C'est pour ça que... De renforcer du coup son immunité. Oui, et puis bon, peut-être que... Enfin, je veux dire, c'est la question de la liberté vaccinale. Ça ne veut pas dire pour ou contre. Ça veut dire qu'il y a certainement des cas où ça peut être envisagé, oui, dans certaines conditions, avec certains produits, pour répondre à certaines finalités. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, la question pour ou contre la vaccination, c'est une question ridicule, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux pas être pour ou contre dans l'absolu, c'est impossible. Il faut voir les cas, quoi, quand, à quel âge, pour qui, dans quelles circonstances, pour répondre à quelle finalité. Ok. Il y a un autre truc qui a l'air de mettre d'accord tout le monde, c'est que le système mucosal est en fait fait partie donc de l'immunité la plus forte du corps. C'est l'un des points du système immunitaire important, très important. Et j'ai une question, est-ce qu'il n'y a pas des recherches qui sont faites dans le sens pour que les vaccins, on les ingère plutôt que de les injecter pour passer par cette voie-là? Il y a certains vaccins oraux, je ne sais pas. D'accord. Mais au final, ce que je me dis après, c'est ce que fait un peu la vie, quoi. C'est qu'on passe par là et que c'est une certaine... Tu rencontres des virus dans ton environnement et tu y réponds et ton système immunitaire se structure en fonction de ça, oui, naturellement. J'ai aussi lu une phrase assez folle qui m'a fait bondir de mon lit, en gros, les vaccins mobilisent donc 0,1% du système immunitaire et on pourrait dire donc qu'un nourrisson peut donc en recevoir 10 000. Je propose à la personne qui a fait ce test de commencer sur elle, de recevoir 10 000 vaccins, de voir comment ça se passe. Ouais, c'est vrai qu'il y a des... Puis techniquement, tu vois, pour accueillir un nourrisson dans la vie, tu vois, lui faire 10 000 vaccins. Enfin, je veux dire, c'est des chiffres qui sont lancés, on peut lancer n'importe quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est pas juste pour vous dire que ce que tu me dis, c'est un peu, mais c'est pas grave. Mais non, mais tu te fais le porte-parole, voilà. Ouais. Ah oui, parmi tous les débunkages que tu as subis... J'ai appris ce mot, débunkage. C'est assez désagréable comme mot. Hein. Ouais, on pourrait dire... on passe outre. Ouais, c'est un peu le chevalier blanc, quoi. Tu vois, c'est les gens qui viennent démasquer, le démasquage. Et donc, parmi tous ces débunkages, quelles informations donc, tu as découvert parmi ton enquête et qui n'ont pas été démenties un peu par les chercheurs ou par ceux qui sont contre pour du coup. Mais d'ailleurs, je suis vachement déçu parce qu'il y a des tas de questions qui n'ont pas été débattues et qui me paraissent vraiment intéressantes. Comme lesquelles? La question de l'immunité hétérosubtypique. C'est-à-dire que l'immunité vaccinale
a priori, de tout ce que je vois... cible une partie de l'immunité. Ben, disons qu'elle développe une immunité avec un spectre très étroit. Anticorps et cellulaire, oui, puis surtout, je veux dire, une souche virale peut évoluer et l'immunité vaccinale va être vraiment sur une souche en particulier. Alors que la rencontre avec une souche virale dans un environnement naturel sur des conditions normales va développer une immunité à large spectre qui permet d'être beaucoup plus résistant quand la souche virale va évoluer. Bon, ça, par exemple, la question de l'immunité hétérosubtypique, elle n'est pas apparue. La question aussi du fait que la vaccination exerce une pression faible, on va dire, sur les virus et bactéries, ce qui fait que ça favorise, quelque part, la sélection de souches beaucoup plus virulentes. C'est quelque chose qu'on connaît avec l'utilisation des antibiotiques en veux-tu, en voilà, qui fait que maintenant on se retrouve avec ce qu'ils appellent des superbugs, donc des bactéries qui ont vraiment vécu de la musculation grâce à ces antibiotiques qu'on a utilisés en veux-tu, en voilà, pas aux doses suffisantes. Donc on en mettait, mais pas assez pour les tuer complètement. Et donc finalement on se retrouvait à faire de la sélection. Ben là on se retrouve exactement dans la même situation. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aurait pu débattre, qui sont intéressantes et qui n'ont pas été débattues, non. Dans un des épisodes, on parle de la composition des vaccins. Est-ce que tu pourrais nous éclairer sur le fait qu'un produit puisse se trouver dans la production des vaccins sans être présent dans le produit final? Comme l'éthylène glycol, par exemple. Non, Parce que du coup, non. Moi, je suis pas compétent. Ok. Joker. Voilà, on a parlé de l'aluminium, donc qui se trouvait sous forme d'hydroxyde d'aluminium. Oui. Donc voilà, une seule dose d'adjuvant pour les vaccins un peu sur... Ah, t'as vu, je t'ai eu. Hein. J'en ai parlé avant qu'arrivent tes questions. Non, mais c'est comme je te disais, j'ai eu des retours très, très intelligents de personnes qui ont vraiment voulu me faire un retour, non pas pour essayer de me casser ou m'humilier, mais juste pour me dire, bon là, t'as fait une boulette et il faut le reconnaître, quoi, donc je le reconnais volontiers. Autre question un peu, parce que du coup j'en parle un peu à mes potes ou quoi, et la question c'était, ok, dans le cas où le terrain est faible, donc le corps est faible, est-il... la philosophie des vaccins était pertinente dans ce cas-là. Dans ce cas où on entraîne et on... Ça, on va te dire, ça dépend. Ça dépend quel vaccin, quand, à quel âge, dans quelles conditions. On peut pas... Puis pourquoi est-ce que tu as besoin d'entraînement? Enfin, c'est autant de questions qu'il faut se poser. Il n'y a pas de réponse absolue, quoi. Ok, c'était un peu une question. Ouais. Les virus atténués et inertes, bon ok, on en a parlé. Ouais. Mais écoute, on commence à faire... on a fait le tour à peu près. Hein. Attends, parce qu'il y avait une question finale qui au final symbolisait un peu pour moi le... Ah ouais, t'as prévu le... Vas-y, lâche-toi. Le climax à la fin, bon, c'est pas... Ah, c'est bien, intensité et tout. On voit le mec qui fait du cinéma. Vas-y. Attends, parce que du coup je dis en même temps. Vas-y, parle, fais-en. Alors, donc je lis en même temps que toi, dans la 5e vidéo. Non, c'est laquelle? Bon, on va en mettre une petite. Alors, il faut dire quand même que j'ai pris Alex au dépourvu, parce qu'on était censé l'avoir fait précédemment, on l'a pas fait comme on voulait, donc on la reprend maintenant. Et là, il est en pleine tournée pour présenter l'excellent film Régénération, le film, donc il est un petit peu perturbé. Puis le succès lui monte à la tête, quoi. Quelque part là, il est plus du tout dans ce trip, voilà, dans ce trip sur la vaccination. Ok. Vas-y, parle encore. Oui. Non, mais vas-y, pose ta question, vas-y, lâche. Ça fera un peu cinéma d'auteur français, tu vois. C'est bien, il y a des blancs. On pourrait le faire en noir et blanc, ça serait encore plus expérimental. Oui, dans une des vidéos, on parle de comment sont testés les vaccins. Et on faisait la comparaison que les vaccins étaient testés. Donc par exemple, le vaccin contre la rougeole était testé en parallèle au vaccin. Donc, je vais dire versus un vaccin qui contient tout autant d'adjuvants. Qu'ils étaient quand même comparés à des vaccins de sérum physiologique. Et que ça c'était en plus, et qu'en fait, et qu'il s'explique dans ce cas-là, dans le sens où s'il y a un problème, eh ben, si on le teste que par rapport à un sérum physiologique, on ne peut pas savoir d'où vient la cause. Et du coup, c'est pour ça que... Ah, tu veux dire que le fait de le comparer... Les adjuvants sont nombreux, il s'agit juste de faire des tests en enlevant à chaque fois juste un adjuvant. Pas tous, pour voir lequel en fait créerait un... Enfin, moi j'ai vu pas mal de tests qui étaient faits sans sérum physiologique comme base de référence. Okay. Donc je peux pas te répondre. C'était ça la question finale? Non. Ah bon? Mais je la retrouve pas. Mais alors c'était quoi la question finale? Elle parlait de quoi? Parlait de vaccin ou c'était une toute autre chose? Bah oui. Non, mais ça parlait de la philosophie un peu plus globale, mais bon. Est-ce que ça a répondu quand même à l'essentiel de tes questions? Oui, toutes.
Tu sais, moi ce que je voulais surtout faire dans cette série de vidéos, hein, comme ça je parle un petit peu, c'était montrer quelle pouvait être la démarche de quelqu'un qui n'est pas compétent, a priori, qui n'a pas de domaine de compétence, et qui essaie de se poser des questions à partir de questions qui sont logiques. Par exemple, tu vois, tu m'avais dit toi-même, tu te souviens quand on avait enregistré la série de vidéos, tu me dis comment est-ce que les enfants non vaccinés peuvent infecter les enfants vaccinés s'ils sont vaccinés. Tu vois, des choses comme ça, tu vois, des trucs tout bêtes de bon sens, un petit peu, de monsieur tout le monde, et essayer d'aller creuser ça. La question aussi, moi, de la différence qu'il y avait entre rencontrer un vaccin, un virus parce qu'il a été injecté, ou une bactérie parce qu'il a été injecté, que ce soit un intramusculaire ou un intraveineux, peu importe, mais qu'il a été injecté dans le milieu intérieur, et le fait de le rencontrer dans son environnement, il me semblait intuitivement, c'était évident pour moi que c'était deux choses complètement différentes. Donc on ne pouvait pas comparer la résultante de ces deux mécanismes, tu vois. Et tout ça, j'avais besoin d'aller le vérifier. Et c'est ce que je suis allé vérifier. Que balancer des adjuvants comme on le balançait était certainement problématique. Tu as trouvé ta question? Non. Ah bon, alors tant pis. Donc voilà, tout ça, je suis allé le vérifier, je l'ai vérifié, c'est ce que je voulais savoir. Et c'est vrai que maintenant, tu vois, plusieurs fois dans les questions, tu me disais, ouais, est-ce que tu es pour ou contre les vaccins, et ainsi de suite. S'il y a quelque chose pour lequel je suis pour, je serai... La liberté vaccinale. Oui, ah oui, ça, je pourrais volontiers être militant pour la liberté vaccinale. Je serais surtout militant pour qu'on se donne les moyens vraiment d'évaluer cette politique de santé publique. Et puis surtout, pareil, comme je disais dans la dernière vidéo, qu'on commence à faire une politique de santé, non pas une politique de la maladie, quoi, globalement. Parce qu'actuellement, tous nos curseurs sont indexés, on ne connaît la santé du corps que, ça va faire plaisir au Pierre et de Charmoyen, ça, mais on ne connaît la santé du corps qu'au travers de la maladie. C'est-à-dire que le corps, il ne nous intéresse que quand on est malade. C'est bon, je l'ai. Mais attends, je finis mon truc, non, parce que tu vas pas me faire ton scud là. On ne s'intéresse au corps que quand il est malade, et quand il est en pleine santé, on n'en a rien à cirer, quoi. Et ça peut pas marcher, quoi. On n'a pas le droit d'avoir un tel rapport au corps. Enfin, on n'a pas le droit. Ça ne marche pas. Une politique de santé, c'est une politique qui commence dès l'école, qui apprend aux enfants comment est fait leur physiologie. Là, nous, dans le stage, par exemple, on a Pierre Etchard qui vient nous faire des cours. C'est quelqu'un qui est très pointu en termes de physiologie, hein, c'est un ostéopathe à la base, qui fait des cours à haut niveau, et là qui vient nous dire, je ne suis pas là pour vous parler de maladie, je vous dis comment le corps est structuré. Et de toi-même ensuite, tu vas en déduire, si à un moment tu te retrouves confronté à une difficulté, à une douleur, tu vas te dire, ok, j'ai compris que ça fonctionnait comme ça, donc ça doit venir, et tu en déduis. Je veux dire, quand est-ce qu'on va s'intéresser à la santé? C'est ça le but au final, hein, parce qu'on est beaucoup plus libre avec ce chemin-là que plutôt que... Puis on a un véhicule, enfin, je veux dire, on a notre corps, que tu crois à la vie après la mort, avant la mort, on s'en fout. Je veux dire, on a 60, 70, 80, 90 ans, 110 ou 120 ans pour les plus chanceux à vivre avec un corps. Et je veux dire, c'est quand même totalement aberrant, et je suis le premier à m'en rendre compte pour moi-même, d'être aussi ignorant sur notre corps. Je veux dire, moi, c'est un peu pour ça que j'ai fait le film, hein, de régénération. C'est qu'à un moment, je me suis trouvé bête en fait à ne pas savoir comment mon corps fonctionnait. Et c'est assez fou en fait. C'est tristement fou de se rendre compte qu'à 25 ans, tu es là, bon, en fait, je sais pas ce qui se passe, quoi. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'avais une copine comme ça. Elle avait un problème de démarrage. D'accord. Elle est allée voir un garagiste qui lui a fait un devis. Il devait lui changer le démarreur et ainsi de suite. Okay. Et avec un pote, on lui dit, on va regarder un petit peu ta voiture. D'accord. Il y avait la cosse qui était desserrée sur la batterie. Le mec, il a senti venir la femme qui n'y connaissait rien, entre guillemets, et globalement, il s'est dit, je vais lui faire le complet, quoi. Batterie, alternateur, enfin, tu vois, la totale, quoi. Donc on est dépendant de ceux qui savent quand on ne sait pas. Ouais. Surtout, ouais. Moi, je ne suis pas un mécanicien, mais franchement, si le mécanicien il commence à me sortir ça, enfin, tu vois, tout de suite, j'ai quand même un peu de minimum de connaissances suffisantes pour arriver à discriminer, pour dire, attends, là, mec, là, t'es en train de me prendre pour un jambon, quoi. Il n'y a pas besoin de ça. Un jambon blanc. Ouais, un jambon blanc, mais il n'y a pas besoin de ça, tu vois. Et en termes de physiologie, ça me paraît essentiel, sinon on navigue en plein flou. Donc, quand est-ce qu'on va avoir une vraie politique de santé qui s'intéresse au corps, quelque part, qui s'émerveille, tu vois, devant le corps, devant la beauté des équilibres, la perfection de la façon dont c'est, quoi, actuellement, plutôt que de s'intéresser à la maladie, quoi. Il y en a marre. T'as ta question? Ouais. Ok, donc là, roulement de tambour. Donc dans un épisode, on s'est lancé un peu dans l'explication des maladies auto-immunes. Et donc, pour l'expliquer donc très brièvement, c'était la frontière entre le moi et le soi qui est moins... le soi et le non-soi. Voilà. Donc parce que le moi et le soi, là, ça fait un peu philosophie. Ouais, d'accord. C'est à la Jung, non? Ouais, c'est possible, je sais pas. Donc où la frontière du coup entre ces deux mondes est très perméable et bref, on explique que donc le corps en fait va attaquer donc des cellules qui ne devraient pas se trouver dans le soi.
donc des cellules du non-soi qui se retrouvent dans le soi. Et donc, dans l'autre monde, et donc dans l'autre manière de comprendre le corps, de tout ce que j'ai cherché, parce que ça j'ai pas mal cherché sur ces explications-là, on nous dit juste qu'en fait qu'il y a un moment, il y a une sorte de bug du corps dans la production des lymphocytes, et que c'est comme ça, et qu'on ne l'explique pas. Donc ça rejoint un peu ce que tu viens de dire, en fait c'est où on se place dans la vision du corps en fait, qui est plus complexe que nous et qu'on ne comprendra jamais aussi bien en fait. Et donc dans l'autre monde où plutôt que d'avoir l'humilité de dire que le corps est plus complexe que nous et plus intelligent que nous, on dit ok c'est lui qui va pas, c'est un bug et tout. Est-ce que tu vois là où je veux en venir? Oui, je vois où tu veux en venir, okay. Mais effectivement moi. Oui, mais j'insiste beaucoup dans le cours là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment c'est des modèles théoriques qui s'opposent, un modèle théorique qui a le regard braqué sur l'extérieur, sur le microbe, sur le virus extérieur, et sur les solutions pour l'empêcher de rentrer, enfin voilà, sur toutes les solutions technologiques pour l'empêcher de rentrer, et qui méconnaît d'une certaine manière la merveille du corps humain, la merveille des mécanismes en jeu, des mécanismes d'homéostasie, d'homéorésie, d'hormèse, de tous ces flux dynamiques qui ne tendent que vers une seule chose, c'est-à-dire un rétablissement des paramètres de la santé. C'est-à-dire comprendre que toute notre vie, notre corps, il va vers la santé. Il va. On a beau aller dans n'importe quelle direction, tout le temps. Et ça, c'est un peu comme si, de par notre mode de vie, on faisait 3 pas en arrière, mais que le corps, lui, il fait quand même 2 pas en avant. Des fois, on se dit, voilà, si tu bouffes des McDo, tu vas pas vers la régénération. Non, ton corps, en permanence, il va vers là. Naturel. Par contre, si toi, tu vas à fond en marche arrière par tes actes de tous les jours, la manifestation, la résultante de 2 pas en avant, 3 pas en arrière, ça va être un pas en arrière, d'accord? Mais le corps va en permanence vers la pleine santé, vers l'équilibrage et ainsi de suite. Donc oui, ce sont 2 visions antagonistes d'une certaine manière qui s'affrontent. Une vision qui est axée sur le symptôme, l'éradication du symptôme, l'éradication de la maladie, la suppression de la souffrance, qui j'appellerais moi une vision un peu prométhéenne, qui met la technologie, l'intellect humain en avant, et une vision plus hygiéniste, de terrain, globale, qui s'émerveille devant le vivant, qui essaie... Ouais, bon, après, là, c'est des jugements de valeur, donc ça, les mecs, ils vont pas apprécier. Ils vont dire, toi, t'es pas humble et moi, je suis humble. Donc, tu vois, tout de suite, désolé, les gars. Voilà, pour le débat, ça va pas le faire, mais je veux dire, quelque part, quelque chose qui remet la primauté sur le vivant, sur le corps, qui s'émerveille devant et qui essaye d'abord de comprendre. Donc pour comprendre, il faut connaître, quoi, d'une certaine manière, tu vois. Et ça, c'est ce qui fait cruellement défaut. C'est-à-dire qu'on agit sans connaître. On agit d'une certaine manière un peu au hasard. Et puis quelques temps après, on dit, on enlève le mercure parce qu'il y avait un problème, on enlève telle chose. Puis oups, les antibiotiques, finalement, c'est pas automatique. Après avoir passé des années à essayer de fourguer des antibiotiques, en veux-tu, en voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc c'est là où il y a vraiment une question. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on fait une politique de santé publique ? Quand est-ce que la physiologie est enseignée à l'école comme première matière ? Tu vois, avant de se la jouer avec français, maths et ainsi de suite, c'est très joli. Mais quand est-ce que la physiologie est la première matière ? Parce que c'est ta vie qui en dépend. Et c'est vrai qu'on enseigne plus la maladie que la vie, en fait, que la santé. Oui, bon, on est dans un référentiel de la maladie. Voilà. Ouais. On est dans un référentiel de la maladie. Et c'est vraiment ça qu'il faudrait pour changer. En tout cas, j'espère que le travail que je fais en vidéo contribue à ça. Et j'espère que cette série sur la vaccination aura permis de lever des questions et de donner envie aux gens d'aller plus loin. Donc, qu'il y ait des erreurs, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai mis mes documents de recherche pour que les gens puissent se rendre compte qu'il y avait des erreurs. Aucun problème. Tant mieux. Si vous êtes rendu compte qu'il y avait des erreurs, tant mieux. Ça prouve déjà que vous avez fait ce début de travail qui est de ne pas me croire. Ne me croyez pas et allez vérifier. Je trouve que non, mais je trouve que c'est important. Mais oui, mais c'est bon. Après, le gourou existe aussi par les gouroutisés. Hein. Donc, je veux dire, on se fabrique son gourou, quoi. Tu vois, c'est un sujet qui m'intéressait, j'ai eu envie de le partager parce que ce que je trouvais m'impressionnait, tu vois, je me suis dit waouh, bon, mais ça j'ai envie de le partager, c'est ma passion de le partager, puis c'est tout. Top. Ça va pour toi ? En tout cas. Super. Ce temps que merci Alex. Nous on va aller regarder le film Régénération, qui lui parle de santé, parle de belles histoires et indexé sur la santé, qui est en salle, qui va être diffusé. Je vous encourage à aller sur Régénération le film. Ouais, /blog, il y a toutes les dates. /blog. Il y a toutes les dates, il sera surtout de octobre jusqu'à janvier, et une sortie nationale le 21 novembre. Et voilà, et le 28 octobre sur Paris. Sur Paris, à la capitale. Et début novembre et j'y serai, moi, à Paris. Ouais. Et début novembre aussi. Et on va essayer aussi de faire une projection à Perpignan dans un méga cinéma de l'espace. On pourrait le faire en 3D, le film ?
On peut essayer, ouais. On peut essayer. Sans Dolby Stereo et tout. Merci Alex. Merci à toi. Merci beaucoup.